Mon petit ami a déclaré, d'un air méprisant, qu'il ne pouvait pas vivre dans ce vieux pavillon et que nous devions rompre, juste après avoir dîné dans la maison de plain-pied de mes parents, construite dans les années 1970. J'ai simplement répondu, d'accord. Cette nuit-là, pris de panique, il m'a téléphoné après avoir lu un titre dans le journal. Je m'appelle Éléonore Valmont. J'ai 34 ans. Cette semaine, j'ai appris quelque chose sur moi-même que j'ignorais. Apparemment, j'utilisais le style de vie de ma famille comme un filtre pour mes relations sans m'en rendre compte. Pas intentionnellement, ni même consciemment. Mais quand quelqu'un échoue à ce test de manière si flagrante, il devient impossible de l'ignorer. La conversation qui a mis fin à ma relation a duré moins de 10 minutes. Il m'a fallu 3 jours pour comprendre ce qui s'était réellement brisé, pas la rupture en elle-même. Rétrospectivement, cette partie semble inévitable. Ce qui a été plus difficile à assimiler, ce sont les préjugés sous-jacents et ce que ces préjugés ont révélé sur quelqu'un que je fréquentais depuis 8 mois. Je suis professeur de biologie marine à l'université de notre petite ville côtière. Ce n'est pas un travail prestigieux. Il n'y a pas de découverte virale ni de scène de laboratoire spectaculaire. Mes journées se partagent entre les cours, les demandes de subventions, les bassins de marée qui sentent le sel et la décomposition, et les navires de recherche qui laissent vos vêtements perpétuellement humides. C'est une vie qui paraît modeste de l'extérieur. Je l'adore malgré tout. J'aime la patience qu'elle exige. La façon dont l'océan refuse de se presser, même quand les humains tentent de lui imposer des délais. Vue de l'extérieur, cependant, ma vie ne semble probablement pas impressionnante. Et comme je l'ai appris très clairement, c'était là le problème. Je sortais avec Damien Rochefort depuis le printemps dernier. Il travaillait comme délégué pharmaceutique, costumes impeccables, BMW en location longue durée, l'un de ses appartements neufs en centre-ville avec des baies vitrées conçues pour vous donner un sentiment de réussite même lorsque vous êtes seul. Il était intelligent, ambitieux, toujours habillé comme s'il sortait d'un magazine d'affaires. Nous nous sommes rencontrés lors d'un cocktail de conférence. J'étais là pour présenter un poster sur les schémas d'érosion côtière. Il était là parce que son entreprise sponsorisait l'événement. Il a remarqué le sable encore dans mes cheveux avant que je ne remarque sa montre. D'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné. Il disait aimer le fait que je sois différente, que je ne me soucie pas des apparences, que je parle de mon travail comme si c'était important. Je l'ai cru. Le week-end dernier, c'était la première fois que je l'amenais chez moi pour rencontrer mes parents. Non pas que je les cachais, mais parce qu'ils vivent à environ 1 heure de route sur la côte, dans le même pavillon où j'ai grandi, et que nos emplois du temps n'avaient pas coïncidé jusqu'à présent. Le trajet a été agréable. Damien semblait enthousiaste, posant des questions sur mon enfance, plaisantant sur le fait de rencontrer les personnes qui ont fait de moi ce que je suis. Le genre d'étape normale dans une relation. Je me souviens avoir pensé, ça semble juste. Puis nous sommes entrés dans l'allée de mes parents. Leur maison est un pavillon de plain-pied des années 70. 3 chambres, peut-être 140 mètres carrés, une moquette à poils longs marron par endroits qui refuse de mourir. Du lambris en bois dans le salon. Des meubles qui ont été retapissés 2 fois parce que ma mère ne croit pas qu'il faille jeter quelque chose qui fonctionne encore. La vieille camionnette de mon père, plus âgé que moi, était garée dans l'allée, entretenue comme une voiture de collection parce que c'est sa nature. Si quelque chose fonctionne, on en prend soin. J'ai observé le visage de Damien alors que nous nous dirigions vers la porte d'entrée. Quelque chose a changé, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. La légèreté l'a quitté. Ses yeux ont commencé à bouger différemment, cataloguant, mesurant, additionnant tranquillement les choses. Le dîner était le fameux gratin de thon de ma mère, servi dans les mêmes assiettes qu'ils ont depuis leur mariage. Mon père a raconté des anecdotes sur ses journées de travail. Ma mère a interrogé Damien sur son emploi. Une conversation familiale normale, mais la tension a un poids. On peut la sentir même si personne ne la nomme. Vers le milieu du dîner, Damien a demandé à mon père quels étaient ses projets de carrière. Mon père a 64 ans. Il est à la retraite depuis 3 ans. Damien a posé la question de la manière dont on interroge un homme entre 2 opportunités. Mon père a répondu poliment, expliquant sa retraite.
Damien a hoché la tête, mais je pouvais le voir se recalibrer. Quand ma mère a mentionné avoir acheté un cadeau de naissance dans une friperie pour ma cousine, Damien a eu un mouvement de recul. Rapide, involontaire, indubitable. Mes épaules se sont tendues. Un instinct silencieux s'est activé. Quelque chose d'important se passait, et je devais y prêter attention. Sur le chemin du retour, il est devenu silencieux. Pas un silence complice, but le genre qui pèse sur les tympans. Je me suis dit qu'il était en train de digérer. Les premières rencontres peuvent être intenses. J'ai essayé de lui laisser de l'espace. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Éléonore, a dit Damien, sa voix prudente et mesurée. Je dois être honnête avec toi sur quelque chose. J'ai fixé le tableau des marées sur mon bureau pendant qu'il parlait, regardant les chiffres monter et descendre selon des rythmes prévisibles. Je t'aime beaucoup, a-t-il continué, mais je ne peux pas épouser la pauvreté. Moins de 10 minutes. C'est tout ce que ça a duré. J'ai besoin de sécurité financière, a-t-il dit, et je ne pense pas que la situation de ta famille soit compatible avec la vie que je veux construire. Épouser la pauvreté. C'est ainsi qu'il voyait la vie de mes parents, leurs valeurs, leurs choix. Je comprends, lui ai-je répondu, et je comprenais assez pour ne pas discuter. Il n'y avait rien à négocier. Je ne pouvais pas le faire changer d'avis sur la façon dont il voyait ma famille. Il a semblé surpris que je n'essaie pas de le convaincre, mais pour le convaincre, il aurait fallu changer ce qu'il considérait déjà comme essentiel. Après avoir raccroché, je suis retourné au travail, au laboratoire, au bassin de marée, aux parties de ma vie qui se fichent de votre apparence sur le papier. Voici ce que Damien ne savait pas, et ce que je n'avais pas pensé à mentionner, car cela ne m'avait jamais semblé pertinent. Mes parents ont toujours vécu en dessous de leurs moyens, non pas par nécessité, mais par choix. Après 35 ans d'épargne et d'investissement discret, ils avaient récemment décidé qu'il était temps de faire quelque chose de significatif avec ce qu'ils avaient bâti. Ils n'en avaient simplement pas encore parlé à beaucoup de monde. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas de perdre Damien. C'était de réaliser qu'en 8 mois passés ensemble, ils n'avaient jamais une seule fois essayé de comprendre qui était ma famille au-delà des apparences. Il a vu des meubles et une superficie et a décidé qu'il en avait assez vu. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, pas parce qu'il me manquait vraiment, mais parce que mon esprit rejouait sans cesse le dîner, comme des images que je n'avais pas réalisé que j'enregistrais. La façon dont le sourire de Damien s'était crispé quand mon père avait mentionné réparer lui-même la vieille camionnette au lieu de l'échanger. La façon dont ses yeux passaient de la moquette au mur puis au meuble, comme si la maison était un grand livre de contes à équilibrer. La façon dont il a cessé de poser des questions une fois que les réponses ont cessé de confirmer l'histoire qu'il se racontait. En grandissant, je n'ai jamais pensé que la maison de mes parents était petite. C'était juste la nôtre. Elle sentait le café le matin et le nettoyant au citron le samedi. C'est là que les genoux écorchés étaient pansés et que les affiches pour les exposés scientifiques étaient assemblées sur la table de la salle à manger. Ce n'était pas une déclaration. C'était une vie. Quand ma mère a apporté le dessert, une tarte achetée en magasin parce qu'elle avait passé la journée à cuisiner, Damien l'a remercié poliment, mais son attention s'est égarée. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table, l'écran éclairant son visage par brèves rafales. Je l'ai remarqué parce que je remarque toujours tout. La recherche sur le terrain vous apprend à déceler les changements subtils, les plus petits signes de stress dans un écosystème. Les gens sont aussi des écosystèmes. Sur le chemin du retour, j'ai demandé une fois si tout allait bien, doucement, comme une ouverture. Oui, a-t-il répondu trop vite, juste beaucoup de choses à assimiler. J'ai laissé tomber. Ce soir-là, après son départ, ma mère est restée dans la cuisine pendant que j'aidais à rincer la vaisselle. Elle n'a pas parlé au début. Elle ne le fait jamais à moins d'être sûre. Finalement, elle a demandé, est-il toujours aussi tendu ? J'ai haussé les épaules. Grosse journée. Elle a hoché la tête, acceptant la réponse que je donnais plutôt que celle qu'elle soupçonnait probablement. Mes parents ont toujours été comme ça. Ils laissent les gens se révéler à leur propre rythme. Plus tard dans la journée, Armand est passé à mon bureau. C'est mon collègue, écologie marine.
Rire bruyant, incapable de chuchoter même quand il essaie. Ça va? A-t-il demandé, appuyé contre le cadre de la porte. Bien, ai-je répondu automatiquement. Il a haussé un sourcil. C'est la voix que les gens utilisent quand ils ne vont pas bien. Je lui ai raconté la version courte. Il a écouté sans interrompre, ce qui est rare pour lui. Quand j'ai eu fini, il a secoué la tête lentement. Waouh! Il a rencontré tes parents une fois et a décidé qu'ils savaient tous deux. Apparemment, c'est impressionnant, a dit Armand de la pire manière possible. Ce week-end-là, j'ai emmené mon équipe de recherche au bassin de marée au nord de la ville. De longues heures, des mesures minutieuses, des bottes s'enfonçant dans le sable humide. Je me suis perdu dans le travail comme je le fais toujours quand j'ai besoin de m'ancrer. Là-bas, personne ne se souciait de la voiture que vous conduisiez. Personne ne se souciait de la superficie ou des meubles. La seule chose qui comptait était l'attention. La vraie attention. Alors que nous rangions près du coucher du soleil, une de mes étudiantes en master m'a demandé pourquoi j'avais toujours l'air si calme. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je sais juste ce qui mérite une réaction. Le dimanche soir, je suis retournée seule chez mes parents. Je n'avais pas prévu de le faire, mais quelque chose m'y a attiré. Peut-être le besoin de revoir l'endroit que Damien avait réduit à un verdict. Mon père était dans le garage, travaillant sur la camionnette. Ma mère était à l'intérieur, pliant du linge. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec des tasses de thé, comme nous l'avions toujours fait. Je dois vous dire quelque chose, ai-je dit. Ils ont écouté. Quand j'ai expliqué pourquoi Damien et moi avions rompu, le visage de ma mère s'est durci. Pas de douleur, mais de clarté. Eh bien, dit-elle finalement. Ça répond à beaucoup de questions. Mon père a hoché la tête. Certaines personnes pensent que l'argent est la mesure du caractère. Ça fait gagner du temps, je suppose. J'ai ri malgré moi. Je n'arrête pas de me demander si j'aurais dû expliquer plus de choses, ai-je admis, sur la raison pour laquelle vous vivez comme vous le faites. Mon père m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. T'a-t-il posé la question? Non. Voilà. Ils ne m'ont pas réconforté avec des discours. Ils n'ont pas non plus diabolisé Damien. Ils ont juste parlé des choix qu'ils avaient faits, des chemins qu'ils avaient refusés, des opportunités qu'ils avaient saisies tranquillement et délibérément. À un moment donné, ma mère a dit, nous avons toujours pensé que les bonnes personnes nous verraient, et que les mauvaises ne le feraient pas. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Damien n'avait pas seulement jugé mes parents. Il m'avait jugé. Il avait regardé d'où je venais et décidé où je ne pourrais jamais aller. Le lundi matin, les mots s'étaient installés en moi. Pas adoucis, pas estompés, installés. Au travail, j'ai traversé la journée en pilote automatique. Cours donné, email répondu, heure de bureau tenue. Les étudiants allaient et venaient, inquiets pour leurs notes, leurs échéances et des avenirs qui leur semblaient encore abstraits. Sous tout cela, quelque chose avait changé. Vers midi, Armand est repassé, 2 cafés à la main. Tu as l'air de quelqu'un qui a dormi, dit-il, mais qui ne s'est pas reposé. C'est exact, ai-je répondu. Il s'est adossé à la chaise en face de mon bureau. Comment vas-tu vraiment? J'ai envisagé de lui donner une réponse simple. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. J'essaie de comprendre à quel moment il a décidé qui j'étais. Armand a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Il a rencontré mes parents une fois, ai-je dit. Et à partir de là, il a décidé de mon avenir, de mes limites, de ce que je pouvais lui offrir. Ça n'a rien à voir avec toi, a dit Armand immédiatement. Je sais, ai-je dit. Mais ça reste personnel. Parce que ça l'était. Damien n'avait pas mis fin à notre relation parce que nous étions incompatibles. Il y avait mis fin parce qu'il croyait que la sécurité venait des apparences et que ma famille ne correspondait pas à l'image qu'il voulait. Plus tard dans l'après-midi, je suis descendu sur le rivage près du campus. La marée était basse, exposant des formations rocheuses que j'étudiais depuis des années. Je me suis accroupi à côté d'un bassin familier et j'ai regardé de petits crabes se retirer dans des crevasses étroites.
Au passage de mon nombre, instinctif, efficace, adaptatif, il ne gaspillait pas d'énergie sur des menaces qu'il ne pouvait pas changer. Il s'adaptait. Ce soir-là, le nom de Damien a clignoté sur mon téléphone. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il n'a pas laissé de message. Je ne me sentais ni victorieuse ni soulagée, juste que c'était terminé. À la maison, j'ai sorti de vieux albums photos que ma mère m'avait envoyés des années auparavant. Des clichés d'enfance, de vacances, d'anniversaire. Rien de tout cela ne me semblait pauvre. Cela semblait plein, désordonné, vécu. Mes parents n'avaient jamais caché leur argent. Ils ne l'avaient simplement jamais mis au centre de leur vie. Le mardi, un événement mineur mais révélateur s'est produit. Une de mes étudiantes est passée pour me poser des questions sur une demande de bourse. Elle était nerveuse, convaincue qu'elle ne ressemblait pas au type de candidate que les fondations voulaient financer. À quoi ressemble-t-elle, ai-je demandé. Elle a hésité. Confiante, soignée, issue du bon milieu. J'ai pensé aux meubles, aux préjugés, à la violence silencieuse d'être rejetée sans être connue. La plupart des gens qui font un travail significatif n'ont pas l'air impressionnants au premier abord, lui ai-je dit. Ils sont trop occupés à construire quelque chose de réel. Elle a quitté mon bureau en se tenant un peu plus droite qu'en entrant. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je prends juste des nouvelles, a-t-elle dit nonchalamment. Je vais bien, lui ai-je répondu. Et cette fois, c'était presque vrai. Nous avons parlé de choses sans importance, du temps, des courses, du chien d'un voisin. Mais avant de raccrocher, elle a dit, les gens qui ont besoin de la richesse pour se sentir en sécurité ne le restent jamais longtemps. J'ai mieux dormi. Mercredi matin, je suis entrée dans mon bureau et j'ai trouvé Armand debout, un journal plié sous le bras. Il souriait d'une manière qui m'a immédiatement rendue méfiante. Tu devrais voir ça, a-t-il dit. Il m'a tendu le journal. Au début, le titre ne m'a rien dit. Puis j'ai vu les noms, puis le chiffre. Un couple local fait un don anonyme de 50 millions d'euros à un nouveau centre de recherche marine. Anonyme, techniquement, structuré discrètement, soigneusement arrangé, mais l'université avait choisi de nommer le centre en l'honneur de la famille du donateur. Le centre de recherche marine Valmont. Les noms de mes parents sont apparus dans la presse d'une manière qu'ils n'auraient jamais choisie. L'article décrivait comment mon père avait créé et vendu une entreprise régionale de gestion des déchets des années auparavant, bien en dessous du radar de quiconque n'y prêtait pas attention. Comment mes parents avaient investi régulièrement, évité les dettes et vécu délibérément en dessous de leurs moyens. Comment ils avaient soutenu l'éducation environnementale pendant des décennies sans y attacher leur nom. J'ai lu 2 fois le paragraphe sur leur motivation. Ils voulaient financer un travail qui comptait, un travail qui leur survivrait, un travail aligné sur les valeurs qu'ils avaient respectées bien avant d'avoir des ressources de cette ampleur. Mon téléphone a vibré. Message, appel, félicitations, incrédulité. Le président de l'université a appelé, puis le doyen. On parlait d'évaluations accélérées, de nouveaux programmes, d'opportunités que j'avais passé ma carrière à considérer comme improbables. J'ai écouté poliment, pris des notes, remercié les gens. Mais ce qui m'est resté, ce n'était pas l'attention. C'était la clarté. Damien n'avait pas mis fin à notre relation parce que ma famille manquait de ressources. Il y avait mis fin parce qu'il ne comprenait pas la retenue. Cet après-midi-là, j'ai de nouveau conduit vers la côte, non pas parce que mes parents l'avaient demandé, mais parce que j'avais besoin de voir l'endroit qui avait été pris pour une preuve. Ma mère était dans la cuisine, se déplaçant calmement comme toujours. Mon père était dehors, vérifiant quelque chose près de la clôture. Quand je leur ai parlé de l'article, ma mère a soupiré. J'espérais qu'on aurait au moins une semaine de plus avant que ça n'arrive, a-t-elle dit. C'était optimiste, a répondu mon père. Aucun d'eux ne semblait fier ou surpris, juste résigné au bruit. Tu aurais dû lui dire, ai-je fini par dire, sans accuser, juste en nommant la pensée qui tournait en boucle. Ma mère m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. T'a-t-il déjà posé la question? J'ai secoué la tête. Voilà, a-t-elle dit doucement. Mon père s'est adossé. Les gens curieux posent des questions.
Les gens qui jugent tirent des conclusions. Le matin, l'histoire s'était répandue au-delà du campus. Puis mon téléphone a de nouveau sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Quand j'ai finalement répondu, je savais déjà. Éléonore, a dit Damien, sa voix complètement différente maintenant. Plus légère, nerveuse, presque haletante. J'ai vu le journal. Je pense qu'il y a eu un malentendu, s'est-il empressé d'ajouter. À propos de ta famille, à propos de tout. Bien sûr, ai-je dit. Je suis vraiment désolé de la façon dont les choses se sont terminées, a-t-il dit. Pourrions-nous parler ? Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Armand a vu mon visage quand je suis revenu dans mon bureau et n'a même pas posé de questions. Laisse-moi deviner, a-t-il dit. Il a soudainement découvert la nuance, apparemment. Il a secoué la tête. Certaines personnes n'entendent la valeur qu'une fois qu'elle est amplifiée. Damien a envoyé un texto peu de temps après. Je pense vraiment que nous devrions parler. Je n'avais pas toutes les informations avant. L'information, pas les valeurs, pas la compréhension. L'information, comme si ma famille était une feuille de calcul à laquelle on ne lui avait pas donné accès. Ce soir-là, j'ai de nouveau conduit vers le nord. La maison de mes parents semblait être le seul endroit épargné par ce qui obsédait soudainement le reste du monde. Ma mère m'a accueilli avec un regard qui disait qu'elle savait déjà quel genre de journée j'avais eu. Longue ? A-t-elle demandé. Public, ai-je dit. Nous nous sommes assis à table. Mon père nous a rejoints avec 3 tasses de thé. Personne ne s'est pressé de combler le silence. Damien a appelé, ai-je dit. Ma mère a haussé un sourcil. Ah oui. Aujourd'hui. Son expression s'est aiguisée. Pas de la colère. Quelque chose de plus net. Bien sûr qu'il l'a fait. Mon père a expiré lentement. Certaines personnes ne voient une opportunité qu'une fois qu'elle est étiquetée. Tard cet après-midi-là, ma mère a rappelé. Chérie, a-t-elle dit prudemment. Je viens d'avoir un appel téléphonique des plus étranges. Mon estomac s'est noué. De Damien, a-t-elle continué. Il a dit qu'il s'inquiétait pour toi, que tu agissais bizarrement depuis la rupture. C'est généreux, ai-je dit d'un ton sec. Ça ne s'est pas arrêté là, a-t-elle ajouté. Il a commencé à poser des questions, très spécifiques, sur les futurs dons, sur le fait de savoir si ton père et moi envisagions des investissements supplémentaires, sur des partenariats. Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée. Il m'a appelé Madame Valmont encore et encore, a-t-elle dit, comme si nous étions dans une salle de conseil. Que as-tu dit, ai-je demandé. J'ai écouté, a répondu calmement ma mère. Et j'ai enregistré la conversation. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Après avoir raccroché, je suis resté très immobile. Damien n'était pas revenu par regret. Il était revenu parce qu'il avait flairé une opportunité. Je ne lui ai pas parlé de l'enregistrement, non pas pour le protéger, mais parce que je voulais voir ce qu'il ferait ensuite, pensant qu'il avait encore une marge de manœuvre. Mercredi matin, j'installais du matériel pour une plongée de recherche quand Armand est entré avec le genre de regard qui signifie que les ennuis sont déjà là. Tu ne vas pas aimer ça, a-t-il dit. Il a fait un signe de tête vers la fenêtre. Une BMW familière entrait dans le parking de l'université. Damien. Il n'avait pas envoyé de texto, n'avait pas rappelé. Il s'était juste pointé, confiant que la proximité forcerait une conversation. Mes étudiants l'ont remarqué avant moi. Un homme en costume sur mesure ne se fond pas dans un bâtiment qui sent l'eau de mer et le néoprène. La conversation s'est arrêtée. Les yeux le suivaient. Il marchait comme s'il était chez lui. Armand a baissé la voix. Tu veux que je fasse diversion ? Non, ai-je dit. Écoutons ce qu'il a à dire. Damien m'a trouvé dans la salle d'équipement. Armand est resté à proximité, enroulant des tuyaux assez près pour tout entendre sans faire semblant. Éléonore, a dit Damien, le soulagement inondant son visage. Je suis si content de te trouver. Tu aurais pu demander, ai-je répondu. Je ne voulais pas risquer que tu dises non. Au moins cette partie était honnête.
Je te dois des excuses, a-t-il dit. J'ai complètement mal interprété la situation de ta famille. La situation, pas les gens. J'ai jugé les choix de vie de tes parents, a-t-il ajouté. Et je me sens très mal à ce sujet. Il a ouvert un porte-documents en cuir et a posé des papiers sur la table en métal entre nous. Des graphiques, des projections, des logos maquettés avec des polices soignées. J'ai fait des recherches sur les investissements dans la conservation marine, a-t-il dit, s'animant comme pour un argumentaire de vente. Il y a un potentiel de croissance incroyable dans les technologies océaniques durables. Avec ton expertise et les ressources de tes parents, nous pourrions construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Construire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai mis la main dans ma poche. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère a d'abord rempli la pièce. Agréable, patiente. Puis la sienne, claire comme un aveu. Madame Valmont, je me demandais si vous et votre mari seriez intéressés par la discussion d'arrangements mutuellement bénéfiques pour de futures entreprises philanthropiques. J'ai une vaste expérience dans les partenariats stratégiques. La couleur a quitté le visage de Damien alors que sa propre voix résonnait. Armand a cessé de bouger. Tu as appelé ma mère, ai-je dit d'un ton égal, en prétendant que tu t'inquiétais pour mon bien-être émotionnel. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé. Et ensuite tu lui as fait ton pitch, ai-je continué, sans me le dire. Il a dégluti. J'étais inquiet, mais j'ai aussi pensé, écoute, nous sommes tous les deux des personnes pragmatiques. Ta famille a des ressources. J'ai de l'expérience. Il est logique de parler de synergie. Synergie. Ce mot a tout fait basculer. Ce qui est logique, ai-je dit, c'est que tu as rompu avec moi parce que tu pensais que ma famille était pauvre, et maintenant tu veux revenir parce que tu as découvert qu'elle ne l'est pas. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Les relations nécessitent une compatibilité financière. Non, ai-je dit, elles nécessitent du respect. Il a fait un pas de plus. Ne laisse pas l'orgueil gâcher ce que nous pourrions avoir. Ce n'est pas de l'orgueil, ai-je répondu. C'est de la clarté. J'ai montré les papiers du doigt. Tu n'es pas venu ici pour t'excuser. Tu es venu ici pour vendre quelque chose. Il a cherché du soutien dans la pièce. Il n'y en avait aucun. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit. Son expression s'est durcie. Tu fais une erreur. Peut-être, ai-je dit. Mais c'est la mienne. Après son départ, la pièce a semblé plus calme. Pas de drame, juste une tranquillité retrouvée. Armand a laissé échapper un long sifflement. C'était la chose la plus vénale que j'ai jamais vue en dehors d'un documentaire animalier. J'ai souri faiblement. Au moins, il était cohérent. Ce soir-là, mes parents ont appelé. Ils avaient entendu parler de la visite par ce que ma mère appelait en plaisantant le réseau de communication de la petite ville. Nous sommes fiers de toi, a dit mon père. Certaines personnes voient des opportunités là où elles devraient voir des relations. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas en colère. C'était fini. Parce que quand quelqu'un échange l'intimité contre un levier, la décision se prend d'elle-même. Je suis resté dans la salle d'équipement plus longtemps que nécessaire après cela. Non pas parce que j'étais secoué, mais parce que j'écoutais le bâtiment retrouver ses rythmes habituels. Le bourdonnement des unités de réfrigération, des voix dans le couloir. Le travail continuait. Armand a hésité à la porte un instant. Tu veux de la compagnie ? Je pense que je veux du calme, ai-je dit. Il a hoché la tête. Appelle si tu changes d'avis. Plus tard, j'ai donné mon cours. Je m'attendais à être distraite, mais une fois que j'ai commencé à parler des cycles nutritifs et de la résilience côtière, mon corps a fait ce qu'il fait toujours quand il reconnaît quelque chose de réel. Il s'est concentré. Après le cours, une étudiante est restée. Une étudiante de 2e année, calme, réfléchie. Professeur Valmont, a-t-elle demandé, est-ce vrai que vos parents ont financé le nouveau centre ? Oui, ai-je répondu. Elle a souri. C'est vraiment cool. Ils doivent beaucoup se soucier de ce que vous faites. C'était le cas. Et ce qui m'a frappé,
c'est l'absence de calcul dans sa voix. Juste de l'appréciation. Simple, pure. Les jours suivants ont été plus calmes. Damien n'a plus appelé. Ni moi, ni mes parents. Qu'il ait finalement compris ou simplement réalisé qu'il n'y avait plus rien à extraire, je m'en fichais. Le buzz de l'université est passé des commérages aux réunions de planification et aux discussions de subventions. Le don est devenu une infrastructure au lieu d'un spectacle. La vie s'est réorganisée autour de la réalité. Un après-midi, Armand est passé à mon bureau avec un grand sourire. « Tu sais, a-t-il dit, la moitié du département pense que tu as géré toute cette affaire comme un cas d'école sur la manière de poser des limites. » Je ne savais pas qu'il y avait une grille de notation, ai-je répondu. « Il n'y en a pas, a-t-il dit. C'est pour ça que c'était impressionnant. » J'ai souri. Mais ce que je ressentais n'était pas de la fierté. C'était de l'alignement. Parce que je n'avais pas agi par stratégie ou par dépit. J'avais agi selon des valeurs qui étaient là bien avant que Damien n'entre dans ma vie. Des valeurs que j'avais absorbées à cette vieille table de cuisine sans jamais les nommer. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Julien Beaumont. Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière qui ferait une bonne histoire lors d'un dîner. Il était le directeur de banque chargé d'aider à coordonner le côté administratif du don de mes parents. Paperasse, compte de la fondation, réunion de conformité qui exigeait plus de patience que de charisme. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il est arrivé avec un bloc-notes, pas une tablette. « Je vais poser des questions ennuyeuses », a-t-il dit en s'excusant, assis en face de moi dans une petite salle de conférence à la banque. « Si je dis quelque chose qui n'est pas clair, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Je n'aime pas faire semblant de comprendre des choses que je ne comprends pas. » Cela a attiré mon attention. Nous avons passé 1 heure sur la logistique. Rien de personnel, rien de performatif. Quand nous avons eu fini, il m'a remercié pour mon temps et ne s'est pas attardé. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Au cours des mois suivants, nous nous sommes croisés régulièrement. Les réunions se sont transformées en brèves conversations sur les retards météorologiques des navires de recherche, sur la frustration des formulaires qui ne correspondent pas à la réalité, sur la pression étrange qui accompagne le fait d'être proche d'un argent que l'on n'a pas gagné soi-même. Un après-midi, après une réunion qui s'était prolongée, Julien a hésité avant de se lever. « C'est peut-être peu professionnel », a-t-il dit prudemment. « Alors n'hésitez pas à dire non. Mais aimeriez-vous prendre un café un de ces jours ? Pas pour parler de banque, juste un café. » L'absence d'argumentaire de vente comptait plus que l'invitation elle-même. Nous avons parlé pendant 4 heures. Pas de chiffres, pas d'opportunités, mais de grandir dans de petites villes, de familles qui vivaient d'une certaine manière alors que le monde en supposait une autre. De l'étrange culpabilité d'avoir accès sans vouloir attirer l'attention. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est la façon dont il a écouté. Quand je parlais de mes recherches, il posait des questions parce qu'il était curieux, pas parce qu'il traduisait cela en valeur. Quand j'ai finalement mentionné Damien, juste assez pour expliquer le contexte, Julien ne s'est pas indigné en mon nom. Il n'a pas demandé ce que Damien faisait dans la vie. Il n'a pas demandé ce que valaient mes parents. Il a simplement dit, ça a dû être décevant. C'était la description la plus juste que j'ai entendue. 1 an et demi plus tard, nous marchions le long de la plage près de la maison de mes parents, la même bande de littoral que j'avais étudiée depuis mon enfance. Il n'y avait pas de public, pas d'annonce. Quand Julien m'a demandé en mariage, il ne m'a pas promis un avenir qui serait une amélioration. Il n'a pas parlé de sécurité comme d'une protection contre l'incertitude. Il m'a demandé si je voulais construire une vie qui soit honnête. J'ai dit oui. Plus tard, quand Julien a rencontré mes parents, rien dans la maison ne l'a surpris. Il a demandé à ma mère la recette du gratin. Il a écouté les histoires de mon père sans chercher des marqueurs de statut. Il a vu ce que Damien n'a jamais vu, que les gens qui choisissent la modestie quand ils n'y sont pas contraints comprennent quelque chose d'essentiel sur la liberté. Quelques semaines après les fiançailles, Armand a mentionné nonchalamment que Damien avait essayé de contacter 2 autres professeurs du département après la nouvelle du centre de recherche. « Ça ne s'est pas bien passé », a dit Armand. « Les nouvelles vont vite. »
Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cela, juste de la distance. Certaines personnes ne partent pas parce qu'on les pousse dehors, mais parce qu'elles n'appartiennent pas à l'environnement dans lequel elles se sont révélées. Alors que la planification du centre de recherche s'intensifiait, le travail aussi. Les candidatures affluaient. Des chercheurs de tout le pays nous contactaient, attirés non seulement par le financement, mais par la philosophie qui le sous-tendait. Un impact discret, des échéances longues, pas de spectacle. Exactement le genre de travail auquel mes parents croyaient. 2 ans après ce dîner chez mes parents, ma vie ne ressemble en rien à ce qu'elle était alors. Et pourtant, elle est exactement la même. Le centre de recherche marine Valmont a ouvert l'automne dernier. Le bâtiment est magnifique, d'une manière sobre. Du verre et de l'acier conçus pour s'harmoniser avec le littoral plutôt que de s'y opposer. Il y a eu une cérémonie, des discours, des photos, des applaudissements qui ont résonné plus longtemps que mes parents ne l'auraient souhaité. Je les ai observés depuis le côté de la foule. Ma mère se tenait raidement, clairement mal à l'aise avec l'attention. Mon père s'est penché vers elle et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait sourire malgré elle. Ils avaient l'air d'être les mêmes que toujours, des gens plus intéressés par la suite que par le moment présent. J'ai été nommée chef de département peu de temps après, la plus jeune de l'histoire de l'université. Apparemment, les gens le disaient comme si c'était le point central de l'histoire. Ce n'était pas le cas. Le point central, c'était le travail, les études à long terme, les équipes que nous construisions, le sentiment que ce que nous faisions pourrait avoir de l'importance bien après notre départ. Julien n'a jamais essayé de faire en sorte que quoi que ce soit le concerne. Quand les gens nous félicitaient, il les redirigeait gentiment. Quand des invitations arrivaient qui semblaient plus relever de l'accès que de l'intérêt, il refusait sans drame. Quand je doutais de moi, parce que le doute ne disparaît pas simplement parce que votre situation change, il écoutait sans essayer de régler quoi que ce soit. Il comprenait quelque chose que Damien n'a jamais compris. Que le partenariat n'est pas une question de levier. C'est une question d'alignement. Nous avons planifié notre mariage de la même manière que mes parents ont planifié leur vie, délibérément, discrètement, sans performance. Mes parents ont proposé de l'organiser chez eux. J'ai hésité une demi-seconde par habitude, plus que par inquiétude. Puis j'ai ri. Bien sûr, ai-je dit. Ou d'autres. Julien a tout de suite adoré l'idée. La cérémonie a eu lieu sur la plage derrière la maison, la même bande de sable où j'avais appris à lire les marées quand j'étais enfant. Ma mère a cuisiné, elle y tenait, des gratins, des salades, de la nourriture pour nourrir les gens, pas pour les impressionner. Les parents de Julien ont apporté leurs propres plats, pas de contrat de traiteur, pas de plan de table nécessitant un assistant pour les faire respecter. Le tout a coûté moins que ce que la plupart des gens dépensent pour le traiteur de leur mariage. C'était exactement juste. À un moment donné pendant la réception, j'ai surpris Julien en train de parler avec mon père de la réparation d'une clôture. Pas d'investissement, pas d'opportunité, juste de l'entretien, du soin, le travail sans prestige de maintenir les choses debout. C'est à ce moment-là que j'ai su, vraiment su, que j'avais bien choisi. Armand a porté un toast qui fut heureusement court. À Éléonore, a-t-il dit en levant son verre, qui nous rappelle que le vrai succès ne s'annonce pas. Il continue juste de se manifester. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Plus tard dans la nuit, alors que les gens s'en allaient et que la maison retrouvait son calme familier, ma mère s'est assise à côté de moi sur le porche. J'ai croisé quelqu'un à l'épicerie, a-t-elle dit pensivement, qui m'a demandé si tu étais heureuse. Et ai-je demandé? Je leur ai dit oui, a-t-elle dit, mais pas à cause du travail ou du bâtiment ou de tout ça. Pourquoi alors? Parce que tu as choisi quelqu'un qui voit le monde de la même manière que toi. C'était ça. C'était la leçon. Damien voyait les valeurs de ma famille comme un handicap, quelque chose à corriger une fois que les circonstances le permettraient. Julien les voyait comme un modèle. La différence entre ces deux perspectives est celle qui sépare quelqu'un qui veut utiliser vos avantages et quelqu'un qui veut partager vos principes. J'ai appris par Armand bien plus tard que Damien avait déménagé dans une autre ville. Nouveau travail, nouveau cercle. J'espère qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Je suis reconnaissante que ce ne soit pas avec moi.
L'ironie, c'est que le don de mes parents a attiré exactement le genre d'attention qu'ils espéraient éviter. Des articles, des reportages, même une petite mention dans un magazine national sur la philanthropie discrète. Ma mère déteste ça. Mon père plaisante en disant qu'ils auraient dû rester anonymes après tout, mais quelque chose de bien en est ressorti quand même. D'autres familles nous ont contactés. Des familles comme la mienne. Des familles qui croyaient que la richesse était un outil, pas une identité. Que l'impact n'avait pas besoin de marketing. Ensemble, nous construisons quelque chose de plus grand qu'un centre de recherche. Nous construisons une communauté autour de valeurs qui ne fluctuent pas avec les conditions du marché. Julien et moi vivons toujours dans mon appartement au-dessus des bassins de marée. Nous avons parlé de déménager plus près du centre. Peut-être un jour, ou peut-être pas. Certaines des meilleures choses de la vie ne nécessitent pas d'être améliorées. Elles nécessitent de l'attention, de l'intention et la volonté de s'éloigner de quiconque confond votre caractère avec un bilan comptable. C'est ce que j'ai appris. Parfois, les meilleures relations ne commencent pas par un feu d'artifice. Elles commencent une fois que vous avez enfin compris ce qui n'en est pas un. Commentaire, j'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché. Parfois, le plus grand acte de respect envers soi-même est de ne pas chercher à convaincre les autres de votre valeur. Poser des limites claires n'est pas un acte de rejet, mais une affirmation de ce que vous êtes. Il y a une immense force dans le fait d'observer en silence et de laisser les gens se révéler pour ce qu'ils sont vraiment. Entourez-vous de personnes qui partagent vos principes, pas seulement de celles qui sont attirées par vos avantages. La véritable paix intérieure vient de l'alignement entre vos choix et vos valeurs profondes. Vous n'êtes pas responsable des jugements des autres, mais vous êtes responsable de la paix que vous choisissez de préserver. La gentillesse ne signifie pas tout accepter, mais savoir partir avec dignité quand votre intégrité est en jeu. Que votre vie soit une construction authentique et non une performance pour un public. Prenez bien soin de vous. Cette histoire vous a plu ? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.